Bonjour à tous, installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez. Bienvenue dans les histoires du soir. Je vais vous lire le roman intitulé « Le blé en herbe » de Colette. Bonne écoute. Quand Philippe sortit de chez la dame en blanc, il pouvait être 1h30 du matin. Il avait dû attendre, pour quitter la villa familiale, que tous les bruits et les lumières y fussent éteints. Une porte vitrée, fermée au loquet, une barrière de bois que son propre corps abattait au-delà, la route, la liberté. La liberté? Il avait marché vers Kerana, chargé d'entraves, parfois s'arrêtant pour aspirer l'air, la main gauche posée sur le cœur, la tête basse, puis levée comme un chien qui aboie à la lune. En haut de la côte, il s'était retourné pour apercevoir à mi-falaise la maison où dormaient ses parents, les parents de Vinka et Vinka, la troisième fenêtre, le petit balcon de bois. Elle devait dormir derrière cette paire de volets clos. Elle devait dormir, tourner un peu de côté, la figure sur son bras, comme une enfant qui se cache pour pleurer, ses cheveux égaux ouverts en éventail de la nuque à la joue. Il avait vu si souvent dormir depuis leur enfance. Il connaissait cette attitude chagrine et douce qu'elle ne prenait que dans le sommeil. La crainte de l'éveiller télépathiquement détournait bientôt Philippe vers la route, blanche dans la nuit laiteuse du premier quartier de lune et qui guidait ses pas. L'anxiété, l'amour, à peine alanguis au fond d'un sommeil d'adolescente. Il les avait sentis, vigilants, se suspendre à lui. Leur poids, bien plus que la peur froide qui glace un garçon de 16 ans sur le chemin de sa première aventure, leur poids allait peut-être changer encore vie l'épreuve, et l'orgueilleux délire en curiosité sans courage. Mais il n'avait balancé qu'un moment avant de précipiter sa course, avec le même geste de suffocation et d'appel à la lune, sur l'autre versant de la côte qu'il venait, au retour, de gravir plus lentement. 2 heures, compta Philippe, l'oreille tendue vers l'horloge du village. Les 4 quarts cristallins, les 2 heures graves voyagèrent mollement dans la brume saline et tiède. Il ajouta, rituellement, « Le vent a tourné, on entend l'horloge de l'église. » Ces changements de temps et le son de la phrase familière lui parvint de très loin, d'une vie révolue. Il s'assit sur le rebord gazonné d'une plate-bande, devant la villa, pleura brusquement et se fit honte de ses larmes jusqu'au moment où il prit conscience qu'il pleurait avec plaisir. Quelqu'un, à côté de lui, exhala un grand soupir. Le chien du gardien, indistinct à ses pieds, somnolait sur l'allée sablée. Fils se pencha, caressa le poil de sanglier, le nez sec de la bête amie qui n'avait pas aboyé. « Fanfare, mon vieux Fanfare !» Mais le chien, âgé et d'un caractère breton, se leva et s'alla recoucher hors de portée avec un bruit de vieux sac. La marée de morteaux, endormis sous la brume au bras du pré, envoyait à la plage une petite vague exténuée qui claquait faiblement comme un linge mouillé de minute en minute. Aucun oiseau ne veillait, hors une chevêche qui imitait narquoisement le chat, tantôt à la cime d'un tremble plus blanc que la brume, tantôt sur la haie de fusain. Lentement, la pensée de Philippe réintégra le décor familier et méconnaissable. Cette paix nocturne qui dépossède de l'homme lui offrait le refuge, la transition nécessaire entre sa vie ancienne, son doux pays de tous les étés et le lieu,
le climat où tournoyait un indiscernable orage de couleurs, de parfums, de lumière dont la source dissimulait épandait un dard aigu ou une nappe pâle et restreinte. Meubles et fleurs semblaient perdre leur équilibre et montraient, ceux-là leurs maigres jambes de biche, celles-ci le dessous pelucheux de leurs feuilles, leurs tiges rigides dans une eau pure. Lieu, climat traître où une main, une bouche de femme déchaînée à leur gré, l'anéantissement d'un univers tranquille, le cataclysme qu'avait béni, comme le pont lumineux qui se lève dans le ciel après la foudre, l'arc d'un bras nu. Du moins, cette tourmente qu'il venait de traverser, il l'a laissée derrière lui. Il n'en rapportait avec lui qu'une fatigue de nageur, une mansuétude vague et universelle de naufragés touchant terre, plus favorisés que tels jeunes hommes qui viennent, souvent en se déchirant eux-mêmes, d'échanger une longue angoisse, féconde en rêveries illimitées, contre un plaisir qui désormais bornera leurs rêves. Ils revenaient, lourds seulement de stupeur normale, conscients à la manière du buveur gorgé qui sent osciller, quand il bouge, la masse refroidie du vin d'où s'évada l'esprit brûlant et léger. Le jour était loin encore, mais déjà une moitié de la nuit, plus claire que l'autre, divisait le ciel. Un très petit animal, hérisson au rat, gratta la terre entre-temps. Le premier souffle, avant-coureur de l'aurore, roula sur l'allée quelques pétales. Les délaissa, s'évanouit, et tout redevint immobile. 3 heures s'égrenèrent rêveusement à l'horloge lointaine, la première limpide et proche, les 2 autres étouffées d'une bouffée de vent. Un couple de courlis passa au-dessus de Philippe. Assez bas pour qu'il entendît le cri de voilure de leurs ailes tendues et leur piaulement sur la mer plongée, dans la mémoire ouverte et sans défense de l'adolescent, jusqu'au fond de 15 années pures, suspendu à un rivage blond, à une enfant qui à ses côtés grandissait, portant sa tête blonde et droite comme un épi. Il se leva, avec un effort physique pour se reconnaître, pour obliger celui qui venait de se reposer là, près de la barrière blanche, près du chien couché, à être le même que celui qui, la veille, se tournait avec crainte vers Karana, en s'appuyant à la barrière blanche, en caressant distraitement le chien couché. Mais il ne le put. Il passa sur son visage ses 2 mains chaudes, qui lui semblèrent plus douces que de coutume, imprégnées d'un parfum qui s'envolait quand il le voulait fixer sous ses narines, mais qui vibrait alentour, comme fait l'arôme de certaines plantes odoriférantes à feuilles fragiles. À cet instant, la lueur d'une lampe, entre les lames des persiennes, brilla et s'éteignit peu après dans la chambre de Vinka. Elle ne dort pas. Elle vient de regarder l'heure. Pourquoi ne dort-elle pas? À travers les murs, issu comment, d'un bras étendu, Vinka avait allumé la lampe, regardé la petite montre suspendue au lit de cuivre, puis rejeté sur l'oreiller, en éteignant la lampe, sa tête et sa chevelure qui sentaient l'enfant soigné et la lavande. Il sut qu'à cause de la nuit lourde, une épaule brunie, ou l'épaulette du maillot de bain la gardait du soleil, demeurait nue, et la forme du long corps vigoureux de son ami, corps familier, pourvu chaque année de beauté nouvelle et prévue, lui apparut pour le frapper de stupeur. Qu'y avait-il de commun entre ce corps,
entre l'emploi que l'amour en pouvait faire, entre ses fins inévitables et la destinée d'un autre corps de femme, voué à des rapes délicats, doué d'un génie spoliateur, d'une implacabilité passionnée, d'une enchanteresse et hypocrite pédagogie? Jamais, dit-il à voix haute. Hier encore, il mesurait d'un cœur patient le temps au bout duquel Vinca lui appartiendrait. Aujourd'hui, pâli d'un enseignement qui laissait à son corps le tremblement et la suavité de la défaite, Philippe reculait de tout son être devant une image insensée. Jamais. L'aube venait, rapide. Mais aucun vent ne chassait la brume saline ou le rouge de l'aurore levante gagnée par nappes. Philippe franchit le seuil de la villa, monta sans bruit vers sa chambre, qu'une nuit étouffante emplissait encore, et il ouvrit les volets, avec la hâte d'affronter, dans un miroir, sa nouvelle figure d'homme. Il vit, dans un visage que la lassitude amincissait, des yeux languissants, agrandis par leurs cernes, des lèvres qui, d'avoir touché une bouche rougie, demeuraient un peu fardées, des cheveux noirs en désordre sur le front, des traits plaintifs, et moins pareils à ceux d'un homme qu'à ceux d'une jeune fille meurtrie. Les cris des chardonnerets, au moment où Philippe s'endormit, réclamaient déjà les graines que Vinca leur jetait à poignées le matin. Les palpitants sommeils de Philippe souffrit de leurs cris légers et son demi-songe les muait en petits copeaux de métal roulé, arrachés au casque douloureux qui coiffait son crâne. Le trop beau jour retentissait de poules pondeuses, d'abeilles, de batteuses à blé quand il s'éveilla tout à fait, la mer verdissait, rebroussée par le vent frais du nord-ouest, et Vinca riait, vêtu de blanc, sous la fenêtre. « Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Et Phil, c'est la maladie du sommeil ?» Et les ombres familières, devenues presque invisibles, comme la tache ancienne du mur, comme le lierre ou le lichen, les ombres dédaignées par les deux adolescents, répétaient autour d'elle. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il a mangé du pavot ?» Il les regardait du haut de sa fenêtre. Il avait la bouche entr'ouverte, une sorte d'horreur ingénue sur ses traits et une telle pâleur que le rire de Vinca s'éteignit, éteignant les autres rires. « Oh, mais tu es malade ?» Il se jeta en arrière, comme si Vinca lui eût lancé un caillou. « Malade? Tu vas voir si je suis malade. D'abord, quelle heure est-il ?» Les rires reprirent en bas. 11 heures, moins le quart. Grande marmotte, viens te baigner. Il acquiesça de la tête, referma la fenêtre, et les vitres tendues de tulle le refoulèrent vers l'abîme nocturne, où le remous d'un souvenir s'étirait, noir, onctueux, prélassé entre des saillies lumineuses, qui se hissaient au jour et y prenaient la couleur de l'or, de la chair, l'éclat d'un œil mouillé, d'une bague ou d'un ongle. Il jeta son pyjama de nuit, entra impétueusement dans son maillot de bain et au lieu de descendre demi-nu, comme tous les jours, il noua soigneusement la corde de son peignoir. Vinca l'attendait sur le pré de mer et cuisait paisiblement au soleil ses hautes jambes, ses bras déliés d'un brun roux de pin campagnard. Le bleu incomparable de ses yeux, sous le foulard bleu d'étain, emplit Philippe d'une soif d'eau fraîche, d'un désir de l'âme salée et de brise. En même temps, il contemplait la force évidente d'un corps chaque jour féminisé, les durs genoux ciselés finement, les longs muscles des cuisses et les reins fiers.
Comme elle est solide, pensa-t-il avec une sorte de crainte. Ils plongèrent ensemble, tandis que Vinka battait joyeusement des jambes et des bras, le flot faible, et crachait l'eau en chantant. Philippe, pâle, luttait contre son frisson et nageait les dents serrées. Les pieds nus de Vinka, ayant serré l'un de ses pieds, Phil cessa soudain de nager, coula à pic et reparut quelques secondes après, et méprisa cris, joutes et combats de phoques qui faisaient de leur bain la meilleure heure de la journée. Le sable chaud les reçut et ils s'étrièrent en conscience. Vinka, armé d'un galet, visa un petit récif cornu, l'atteignit à 50 mètres, et Philippe s'émerveilla avec défiance, oubliant qu'il avait formé lui-même sa petite main à ses jeux garçonniers. Il se sentit doux, supérieur à lui-même, voisin de la défaillance, et nulle arrogance masculine ne révélait qu'il avait fui la maison de son enfance, la nuit d'avant, pour courir à sa première aventure d'amour. Midi, Phil, midi qui sonne à l'église, tu entends ? Debout, Vinka secouait les pointes humides et égales de ses cheveux. Ses premiers pas vers la villa écrasèrent un petit crabe qui craquait comme une noix, et Philippe eut une crispation pénible. « Quoi ?» dit Vinka. « Tu as écrasé ce petit crabe. » Elle se retourna, montra au grand soleil ses joues comme la pêche brune, ses yeux d'un bleu définitif, ses dents blanches et le rouge intérieur de sa bouche. « Après, c'est le premier ? Et quand tu appâtes le havenais avec un crabe découpé ?» Elle courut devant Philippe et franchit d'un saut un creux de dune. Pendant un fragment de seconde, il la vit suspendue, détachée de la terre, les pieds joints, penchée et les bras arrondis comme si elle cueillait une brassée d'air. « Je croyais qu'elle était douce, » songea Philippe. Le déjeuner l'empêcha de rejoindre son souvenir nocturne, assoupli à cette heure du milieu de jour et mouvant à peine au fond de son gîte noir. Il subit des compliments sur sa pâleur poétique, des critiques sur son silence et son manque d'appétit. Vinka dévorait et rayonnait d'une blessante allégresse. Phil l'observait sans bienveillance, notait la vigueur des mains concassant le homard, l'altier mouvement du cou rejetant les cheveux. « Je devrais me réjouir, pensait-il. Elle ne se doute de rien, mais en même temps, il souffrait de cette sérénité inexorable et exigeait au fond de lui-même que Vinka fût tremblante comme une graminée, consternée d'une trahison qu'elle eût dû sentir errer comme un de ces orages hésitants qui tournent, l'été, autour de la baie bretonne. Elle dit qu'elle m'aime, elle m'aime. Elle était pourtant plus inquiète avant. Après le déjeuner, Vinka dansa avec Lisette, au son du phonographe. Elle exigea que Philippe dansât aussi. Elle consulta le calendrier des marées, préparait les filets pour la marée basse de 4 heures, environna Philippe et la villa de cris de lycéens, d'appels à la ficelle goudronnée, au vieux couteau de poche, répandit sur ses pas l'odeur de son chandail de pêche, troué qui sentait l'iode et l'algue. Philippe, las, envahi enfin du sommeil qui suit les catastrophes et les très grands bonheurs, la suivait d'un regard vindicatif et serrait nerveusement les poings. Ce qu'avec 3 mots je la ferais taire. Mais il savait qu'il ne dirait pas les 3 mots, et il languissait de l'envie de dormir dans un creux de sable chaud, la tête sur les genoux de Vinka.
Ils trouvèrent le long de la côte des crevettes, des trigles qui gonflaient d'air pour épouvanter l'agresseur, leurs éventails de nageoires et leurs gorges arc-en-ciel. Mes fils suivaient mollement les petits gibiers du roc et de la vague. Il endurait mal le soleil reflété dans les flaques et glissait comme un novice sur les chevelures gluantes des austères. Ils capturèrent un homard et Vinka fourgonna terriblement le quai où habitait un congre. « Tu vois bien qu'il y est » cria-t-elle en montrant le bout du crochet de fer, teint de sang rose. Phil pâlit et ferma les yeux. « Laisse cette bête, dit-il d'une voix étouffée. « Penses-tu ? Je te garantis que je l'aurai. Mais qu'est-ce que tu as ?»« Rien. » Il cachait de son mieux une douleur qu'il ne comprenait pas. Qu'avait-il donc conquis, la nuit dernière, dans l'ombre parfumée, entre des bras jaloux de le faire homme et victorieux? Le droit de souffrir? Le droit de défaillir de faiblesse devant une enfant innocente et dure? Le droit de trembler inexplicablement devant la vie délicate des bêtes et le sang échappé à ses sources? Il aspira l'air en suffoquant, porta les mains à son visage et éclata en sanglots. Il pleurait avec une violence telle qu'il dut s'asseoir, et Vinka se tint debout, armée de son crochet mouillé de sang, comme une tortionnaire. Elle se pencha, n'interrogea pas, mais écouta en musique l'accent, la modulation nouvelle et intelligible des sanglots. Elle étendit une main vers le front de Philippe et la retira avant le contact. La stupeur quitta son visage, où montèrent l'expression de la sévérité, une grimace amère et triste qui n'avait point d'âge, un mépris tout viril pour la faiblesse suspecte du garçon qui pleurait. Puis elle ramassa avec soin son cabas de raffia où sautaient des poissons, son havenait, passa son crochet de fer à sa ceinture comme une épée et s'éloigna d'un pas ferme, sans se retourner. Il ne la revit qu'un peu avant le dîner. Elle avait échangé ses vêtements de pêche contre la robe du crépon bleu, fidèle à la couleur de ses yeux, festonnés de rose. Il remarqua qu'elle était chaussée de bas blancs et de souliers de daim, et cet après dominical l'inquiéta. « Il y a du monde à dîner ?» demanda-t-il à l'une des ombres familiales. « Compte les couverts, » répondit l'ombre en haussant les épaules. Août finissait, et l'on dînait déjà à la lueur des lampes, les portes ouvertes sur le couchant vert où nageait encore un fuseau de cuivre rose. La mer déserte, d'un bleu noir d'hirondelles, dormait, et quand les dîneurs se taisaient, on entendait le petit flux lassé et régulier des marées de morteaux. Philippe chercha, entre les ombres, le regard de Vinka pour éprouver la force de ce fil invisible qui les liait l'un à l'autre depuis tant d'années et les préservait, exaltés et purs, de la mélancolie qui accable les fins de repas, les fins de saison, les fins de journée. Mais elle baissait les yeux sur son assiette, et la lumière de la suspension polissait ses paupières bombées. Ses joues rondes et brunes, son petit menton. Alors il se sentit abandonné et chercha, par-delà la presqu'île en forme de lion qui s'avançait, semé de 3 étoiles tremblantes, sur la mer, le chemin, blanc dans la nuit, qui menait à Karana. Quelques heures encore, un peu plus de cendres bleues dans ce ciel, que le couchant teignait d'aurore, encore quelques phrases rituelles. Déjà 10 heures, les enfants, vous n'avez pas l'air de vous douter qu'on se couche à 10 heures ici? Je n'ai pourtant rien fait d'extraordinaire, Madame Audebert. Eh bien,
Je me sens fatiguée, comme si je n'avais pas arrêté. Encore quelques tintements de vaisselle, le dur clapotis des dominos sur la table nue, encore une protestation gémissante de Lisette qui, endormie aux 3/4, refuserait de se coucher. Encore une tentative pour reconquérir le regard, le sourire intérieur, la confiance de Vinka mystérieusement blessée, et l'heure sonnerait, la même heure qui avait vu, la veille, Philippe s'en aller furtivement. Il y songea sans désir précis, sans dessein, et comme contraint, par l'humeur de Vinka, de battre en retraite vers un autre refuge, une autre douce épaule, une chaleur efficace, urgente à ce convalescent du plaisir, meurtri en outre par l'hostilité passionnée d'une adolescente. Les rites s'accomplirent, un à un, une servante emporta Lisette geignante, et Madame Ferré posa sur la table miroitante le double 6. « Tu viens dehors, Vinka ?» C'est assommant, ces bons bics qui se cognent à toutes les lampes. Elle le suivit sans répondre, et ils trouvèrent encore, près de la mer, cette clarté qui abandonne longtemps le crépuscule. « Tu ne veux pas que j'aille te chercher ton écharpe ? » ?»« Non, merci. » Ils marchèrent tous deux, baignés d'une buée bleue très légère qui montait du pré de mer et qui sentait le serpolet. Philippe se retint de prendre le bras de son ami et s'épouvanta de sa discrétion. « Mon Dieu, qu'y a-t-il entre nous ? Nous sommes perdus l'un pour l'autre ?» Puisqu'elle ignore ce qui s'est passé là-bas, je n'ai peut-être, moi, qu'à l'oublier, et nous redeviendrons heureux comme avant, malheureux comme avant, unis comme avant. Mais il n'ajoutait pas à son souhait la foi hypnotique, puisque Vinka marchait à ses côtés, froide et douce, comme si son grand amour l'eût quittée, et qu'elle ne percevait pas l'angoisse de son compagnon. Aussi bien Phil sentait approcher l'heure et souffrait d'une trépidation pareille à la fièvre qu'il eut le lendemain du jour où, piqué par une vive, il sentait dans son bras panser la brûlure qui réveillait la marée montante. Il s'arrêta, s'essuya le front. « J'étouffe, je ne suis pas bien, Vinka. »« Oh non, pas bien !» dit en écho la voix de Vinka. Il crut à une trêve, s'empressa de la voix et du geste. « Oh, tu es gentille, oh chérie !»« Non, » interrompit la voix, « je ne suis pas gentille. » La phrase enfantine laissa de l'espoir à Philippe, qui saisit le bras nu de son ami. « Tu m'en veux, je sais bien, d'avoir pleuré aujourd'hui comme une femme. »« Non, pas comme une femme. » Il rougit dans l'ombre et tenta de s'expliquer. « Tu comprends, ce congre que tu tourmentais dans son trou, le sang de cette bête sur ton croc à homard. J'en ai eu brusquement le cœur tourné. »« Ah oui, le cœur tourné ?» Le son de la voix fut si intelligent que Philippe retint son souffle effrayé. « C'est tout. » Il attendit l'écrasant récit et l'explosion des larmes, des plaintes. Mais Vinka resta muette. Après un long temps, comme après la pause calme qui suit la foudre, il risqua une question timide. « Et cette faiblesse-là suffit pour que tu aies l'air de ne plus m'aimer ?» Vinka tourna vers lui la tache nébuleuse et claire de son visage, serrée entre les deux et rigide de ses cheveux. « Ô Phil, je t'aime toujours. Malheureusement, ça n'y change rien. » Il sentit son cœur bondissant heurter sa gorge. « Oui ? Alors tu vas me pardonner d'avoir été si petite fille, si ridicule ?» Elle n'hésita qu'une seconde. « Mais oui, je vais te pardonner, Phil, mais ça aussi, ça ne change rien. »« À quoi ? À nous, Phil. »
Elle parlait avec une douceur sibylline qu'il n'osa interroger davantage et dont il n'osa se réjouir. Vinka le suivit sans doute dans son mouvement de repli mental, car elle ajouta subtilement « Tu te souviens des scènes que tu me faisais et des miennes, il n'y a pas 3 semaines, parce que nous nous impatientions d'avoir 4 ans, 5 ans, à nous morfondre avant de nous marier? Mon pauvre Phil, je crois bien que j'aimerais retourner en arrière et redevenir enfant aujourd'hui. » Il attendit qu'elle soulignât, qu'elle commentât cet habile, cet insidieux aujourd'hui suspendu devant lui dans l'air pur et bleu de la nuit d'août. Mais Vinka savait déjà s'armer de silence. Il insista. « Alors, tu ne m'en veux plus? Demain nous serons, Vinka et Phil, comme toujours, pour toujours? Pour toujours, si tu le veux, Phil, viens, rentrons, il fait frais. » Elle n'avait pas répété après lui, comme toujours, mais il se contenta de ce serment incomplet et de la froide petite main serrée un moment dans la sienne, car à cet instant, la chaîne du puits déroulée, le tocsin du seau vide sur la margelle, le grincement des rideaux au long de leur tringle dans une fenêtre ouverte, les derniers bruits humains de la journée sonnèrent pour Philippe l'heure, la même heure qu'il avait guettée la veille pour rouvrir la porte de la villa et s'élancer secrètement. Ah, la sourde et rouge lumière d'une chambre inconnue, ah, le noir bonheur, la mort atteinte par degrés, la vie recouvrée par lents coups d'aile, comme s'il eût attendu, depuis la veille, une sorte d'absolution de Vinka, absolution ambiguë qu'elle venait de lui accorder avec tant de sincérité dans l'accent, tant de réticence dans les mots. Il évalua soudain, en homme, le don d'une belle démone autoritaire lui avait remis. « Il est fixé le jour de votre départ pour Paris ?» demanda madame d'Alray. « C'est toujours le 25 septembre que nous devons rentrer, » répondit Philippe. « Quelquefois, selon la place des dimanches dans le mois, notre départ tombe le 23 ou le 24 ou le 26, mais ça ne varie guère de plus de 2 jours. Oui, en somme, vous partez dans une quinzaine à cette heure-ci. » Philippe détacha son regard de la mer, plate et blanche près des sables, au loin couleur de dos de thon sous les nuées basses, et se tourna avec étonnement vers madame d'Alray. Enroulée dans une étoffe ample et blanche comme la robe des femmes de Tahiti, elle fumait gravement, coiffée nette, poudrée d'une poudre de la même couleur que sa peau, et rien en elle ne révélait que ce jeune homme, assis non loin d'elle, beau et brun comme elle, lui fut autre chose qu'un jeune frère. « Alors, dans une quinzaine, à cette heure-ci, vous serez où ? » ?»« Je serai au bois, sur le lac, ou bien au tennis de Boulogne avec des amis. » Il rougit, car il n'avait retenu qu'au bord de ses lèvres le nom de Vinka, et madame d'Alray sourit. De ce sourire viril qui lui donnait souvent l'air d'un beau garçon, Philippe se détourna vers la mer pour cacher du moins son visage, où paraissait une humeur méchante de petit dieu fâché. Une main ferme et veloutée se posa sur la sienne. Alors, sans qu'il quittât du regard la mer ternie, une expression d'agonie bienheureuse monta de sa bouche desserrée à ses yeux dont l'éclat blanc et noir s'éteignit entre les paupières. « Il ne faut pas être triste, » dit doucement madame d'Alray. « Je ne suis pas triste, » protesta vivement Philippe. « Vous ne pouvez pas comprendre. » Elle inclina sa tête aux cheveux lustrés. « C'est juste, je ne peux pas comprendre, pas tout. » Oh ! Philippe contempla avec une défaillance religieuse celle qui l'avait délivré d'un secret redoutable.
ses petites oreilles rougies retentissaient-elles encore d'un cri bas, étouffé comme le cri d'un être à qui on coupe la gorge? Ses bras, riches de muscles à peine visibles, l'avaient porté, léger, évanoui, de ce monde dans un autre monde. Cette bouche, avare de paroles, s'était penchée pour transmettre à sa bouche un seul mot tout-puissant et pour murmurer, indistinct, un chant qui venait, écho affaibli, des profondeurs où la vie est une convulsion terrible. Elle savait tout. Pas tout, répéta-t-elle, comme si le silence de Philippe eût guetté une réponse. Mais vous n'aimez pas que je vous pose des questions, et je suis quelquefois un peu indiscrète. Comme l'éclair, oui, pensa Philippe. Le temps d'un zigzag de foudre, on est bien forcé de lui livrer ce que le grand jour même laisse dans l'ombre. Et je voulais savoir seulement si vous seriez bien aise de me quitter. Le jeune homme baissa les yeux sur ses pieds nus. Un vêtement lâche, de soie brodée, le déguisait en prince oriental et l'embellissait. « Et vous ?» demanda-t-il avec gaucherie. La cendre de la cigarette que tenaient les doigts de madame d'Alray tomba sur le tapis. « Je ne suis pas en question. Il s'agit de Philippe Audebert et non de Calmy d'Alray. » Il leva les yeux sur elle avec l'étonnement que lui causait, encore une fois, le prénom insexué, Camille. C'est vrai qu'elle s'appelle Camille. Elle pourrait s'en dispenser. Je la nomme en moi Madame d'Alray, la dame en blanc, ou elle. Elle fumait lentement et contemplait la mer. Jeune? Certainement jeune, 30 à 32 ans, impénétrable comme sont les êtres calmes, dont le maximum d'expression ne dépasse pas l'ironie tempérée, le sourire et la gravité. Sans détourner son regard de l'étendue où couvait l'orage, elle posa de nouveau sa main sur celle de Philippe qu'elle serra, indifférente à lui et pour son seul plaisir égoïste. Sous cette main petite et puissante, il parla, contraint de verser son aveu, comme un fruit pressé répand son suc. « Si, je serai triste, mais j'espère ne pas être malheureux. »« Oui, et pourquoi l'espérez-vous » Il lui sourit faiblement, fut touchant, maladroit, tel qu'elle aimait secrètement qu'il fût. « Parce que, répondit-il, je pense que vous arrangerez quelque chose. » Oui, vous arrangerez quelque chose. Elle leva l'épaule, haussa ses sourcils perçants. Elle se força un peu pour donner à son sourire la sérénité et le dédain habituels. « Quelque chose ?» répéta-t-elle, « c'est-à-dire, si j'entends bien, que je vous inviterai chez moi, comme je fais ici, si cela me plaît encore, et vous n'aurez à vous soucier que de me rejoindre à l'heure que vos obligations scolaires et familiales vous imposeront ?» Il se montra surpris du ton, mais soutint le regard de madame d'Alray. « Oui, répondit-il, que ferais-je d'autre? Me le reprochez-vous? Je ne suis pas un petit vagabond libre, et je n'ai que 16 ans et demi. » Elle rougit lentement. « Je ne vous reproche rien, mais est-ce que vous n'imaginez pas qu'une femme, une autre femme que moi, naturellement, pourrait être choquée de comprendre que vous désirez d'elle une heure de solitude seulement cela ?» Phil écoutait avec une attention loyale d'écolier, ses yeux grands ouverts attachés à cette bouche réticente, à ces yeux jaloux qui, pourtant, ne revendiquaient rien. « Non, dit-il sans hésiter, je ne conçois pas que vous puissiez en être blessé. Seulement cela? Oh, seulement cela. » Il se tut, interrompit de nouveau
par la même pâleur, la même consternation bienheureuse et la tranquille hardiesse de Camille d'Al-Revassia, mesurant le respect qu'elle devait à son œuvre. Comme ébloui, Philippe laissa tomber sa tête en avant, et ce mouvement de soumission enivra un moment la conquérante. « Vous m'aimez » dit-elle à voix basse. Il tressaillit, la regarda, effrayé. « Pourquoi me le demandez-vous » Elle reprit son sang-froid, son sourire dubitatif. « Pour jouer, Philippe ?» Il ne cessa pas tout de suite de l'interroger des yeux en la blâmant d'être téméraire en paroles. Un homme fému dit « oui », songeait-elle. Mais cet enfant, si j'insiste, va pleurer et me crier dans ses larmes, à travers des baisers, qu'il ne m'aime pas. Vais-je insister ? Alors il me faudra le chasser, ou bien l'écouter en tremblant et apprendre de sa bouche la limite précise de mon avantage ? Elle éprouva, au niveau du cœur, une petite contraction pénible et se leva nonchalamment pour aller à la baie ouverte, comme si elle oubliait la présence de Phil. L'odeur des petites moules bleues, découvertes depuis 4 heures au bas des rochers et altérées d'eau de mer, entrait avec l'épais parfum de sureau bouilli qu'exhalaient les troènes à bout de floraison. Accoudée, distraite en apparence, Madame d'Alrès sentait derrière elle la présence du jeune homme étendu et portait le poids d'un souhait qui ne la quittait pas. Il m'attend. Il calcule le plaisir qu'il peut espérer de moi. Ce que j'ai obtenu de lui était à la portée de n'importe quelle autre passante. Mais ce petit bourgeois timoré se gourme quand je lui demande des nouvelles de sa famille, fait des façons pour me parler de son collège et s'enferme dans un bastion de silence et de pudeur avec le nom de Vinca. Il n'a appris de moi que le plus facile. Il apporte ici, dépose et reprend en même temps que son vêtement, chaque fois, ce « c'est ». Elle s'aperçut qu'elle venait d'hésiter devant le mot « amour » et elle quitta la fenêtre. Philippe la regardait approcher avidement. Elle lui mit ses bras sur les épaules et d'une poussée un peu brutale fit chavirer, sur son bras nu, la tête brune. Ainsi chargée, elle se hâta vers l'étroit et obscur royaume où son orgueil pouvait croire que la plainte est l'aveu de la détresse et où les quais demandeuses de sa sorte boivent l'illusion de la libéralité. Une pluie légère, pendant quelques heures de nuit, avait vaporisé les sauges, vernissé les troènes, les feuilles mobiles du magnolia et emperlé sans les crever les gazes protectrices dont s'enveloppait dans un pain le nid des chenilles processionnaires. Le vent laissait en repos la mer, mais chantait sous les portes avec une voix faible et tentatrice, chargée de souvenirs de l'an passé qui parlait sourdement de marrons grillés et de pommes mûres. À son investigation, Philippe revêtit en se levant un chandail bleu sombre sous sa veste de toile, déjeuna le dernier, comme il lui arrivait souvent depuis que son sommeil, moins pur et moins tranquille, commençait plus tard dans la nuit. Il courut, quêtant Vinca, comme il eût cherché, en dépassant l'ombre d'un mur, une terrasse lumineuse. Mais il ne la trouva ni dans le hall, où l'humidité ranimait l'odeur de boiseries vernies et de toiles de chambre, ni sur la terrasse. Une fumée de pluie impalpable encensait l'air et adhérait à la peau sans la mouiller. Une feuille de tremble, jaune, détachée, se balança un moment devant Philippe avec une grâce intentionnelle.
puis chavira et tomba roide, accrue soudain d'un point invisible. Il tendit l'oreille, entendit dans la cuisine le bruit hivernal du charbon versé dans le fourneau. Dans une chambre, la petite Lisette protesta d'une voix aiguë, puis pleura un moment. « Lisette !» appela Philippe. « Lisette, où est ta sœur ?» « Je ne sais pas. » gémit une petite voix enrhumée de larmes. Une rafale de vent brusque cueillit une ardoise sur le toit et la jeta en éclats aux pieds de Philippe, qui la regarda avec stupeur, comme si le destin eût brisé devant lui le miroir qui promet 7 ans de malheur. Il se sentit petit garçon et très loin du bonheur. Il n'eut aucune envie d'appeler celle qui, dans la villa ombragée de pins, là-bas, de l'autre côté du cap en forme de lion, eût cependant aimé le voir pusillanime, et penchant vers l'appui de quelque indomptable énergie féminine. Il fit le tour de la maison, ne découvrit ni la tête blonde de son ami, ni sa robe bleue couleur de chardon bleu, ou sa robe blanche en coton spongieux d'un blanc de champignons frais. 2 longues jambes brunes, aux genoux secs et fins, ne se hâtèrent pas à sa rencontre, 2 yeux bleus, riches de 2 ou 3 bleus et d'un peu de mauve, ne fleurirent nulle part pour désaltérer les siens. « Vinka, où es-tu, Vinka ?»« Mais je suis là, » répondit une voix calme tout près de lui. « Dans la remise ?»« Dans la remise. » Accroupie, sous la lumière froide des abris sans fenêtres qui ne prennent jour que par la porte, elle remuait des étoffes répandues sur un drap usé. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Tu vois bien, je range, je trie, on part bientôt. Alors il faut bien, c'est maman qui m'a dit. » Elle regarda Philippe et se reposa en croisant ses bras sur ses genoux pliés. Il lui trouva un air pauvre et patient et s'irrita. « Ça ne presse pas à ce point-là. Et pourquoi fais-tu ça toi-même ?»« Qui le ferait ? Si maman s'y met, son rhumatisme du cœur la reprendra. »« Mais la femme de chambre peut bien. » Vinka haussa les épaules et reprit sa besogne, en se parlant à elle-même tout bas, comme font les vraies ouvrières, qui mènent un petit fredon humble d'abeilles occupées. Ça, c'est les maillots de bain de Lisette. Le vert, le bleu, le rayé, autant les jeter. C'est tout ce qu'ils méritent. Ça, c'est ma robe à feston rose. Elle vaut peut-être encore un blanchissage. Une paire, 2 paires, 3 paires d'espadrilles à moi, et celle-là à fil, encore à fil. 2 vieilles chemises en cellulaire à fil. Les emmanchures sont craquées, mais les devants sont bons. Étendu le tissu ajouré, découvrit 2 accros, fil à mot. Philippe la contemplait sans gratitude, en souffrant hostilement. Il souffrait de l'heure matinale, de l'éclairage gris sous le toit de tuiles, de la simple besogne. Une comparaison que des heures d'amour cachées là-bas à Karana ne lui avait point inspiré, commençait ici, comparaison qui n'atteignait pas encore la personne de Vinka, Vinka religion de toute l'enfance, Vinka délaissée respectueusement pour la dramatique et nécessaire ivresse d'une première aventure. Une comparaison commençait ici, parmi ces hardes, éparses sur un drap reprisé, entre ces murs de briques non crépies, devant cet enfant en sarrau violâtre décoloré aux épaules. Agenouillée, elle interrompit son travail pour rejeter en arrière ses cheveux bien taillés, bien que le bain quotidien et l'air salé entretenaient humide et doux. Moins gaie depuis une quinzaine, elle montrait plus de calme et une égalité d'humeur obstinée qui inquiétait Philippe.
Avait-elle vraiment voulu mourir avec lui, plutôt que d'attendre le temps d'aimer librement, cette jeune ménagère coiffée à la Jeanne d'Arc? Le garçon aux sourcils froncés mesurait le changement, mais il ne songeait presque pas à Vinka en la contemplant. Présente, le péril de la perdre cessait et l'urgence de la recouvrer ne le tourmentait plus. Mais une comparaison commençait à cause d'elle. La faculté nouvelle de sentir, de souffrir inopinément l'intolérance dont l'avait dotée récemment une belle pirate, s'enflammait au moindre choc, et aussi cette loyale injustice, ce début dans l'élévation qui consiste à reprocher au médiocre sa médiocrité et sa philosophie. Il découvrait non seulement le monde des émotions qu'on nomme, à la légère, physique, mais encore la nécessité d'embellir matériellement un autel où tremble une perfection insuffisante. Il connaissait une naissante faim pour ce qui contente la main, l'oreille et les yeux, les velours, la musique étudiée d'une voix, les parfums. Il ne se le reprochait pas, puisqu'il se sentait meilleur au contact d'un enivrant superflu, et que certains vêtements de soirée orientale, endossés dans l'ombre et le secret de Karana, lui ennoblissaient l'âme. Il obéit, maladroitement, à un dessein imprécis et généreux, négligeant de se révéler à lui-même qu'il souhaitait Vinka incomparable, paré, frotté de baume. Il se borna à distinguer le chagrin qu'il éprouvait à la voir prosternée, naïvement enlaidie. Quelques mots durs lui échappèrent, auxquels Vinka ne répondit pas. Il s'aigrit, et elle lui répliqua juste assez pour qu'il devînt injurieux, puis honteux de sa violence. Il mit un peu de temps et d'effort à se ressaisir, à s'excuser avec une sorte de contrition plate qui lui fut agréable. Cependant, Vinka liait, d'une main patiente, les sandales par paires et retournait les poches des sweaters usés, pleines de coquillages roses et d'hippocampes secs. « Aussi c'est ta faute, » conclut Philippe. « Tu ne réponds rien. Alors, moi je m'emballe. Tu te laisses malmener. Pourquoi ?» Elle l'enveloppa d'un regard de femme sagace, mûrie dans les calculs et les concessions du grand amour. « Pendant que tu me tourmentes, dit-elle, au moins tu es là.